Plein Lado, et aujourd'hui avec nous dans ce studio, la famille Brahmi. Alors vous vous demandez qui c'est et pourquoi on les a invités ici. On va vous en parler tout de suite, mais il faut comprendre le principe. Le principe était de suivre une famille qui a fait sa alia il y a pas mal d'années déjà, ils vont nous en parler, et de voir comment ils se sont adaptés depuis leur vie en France à la vie en Israël. Alors c'est vrai que ça a été sûrement facilité par le fait que Harry et Valérie, qui sont le papa et la maman de la famille, avaient déjà habité ici en Israël auparavant, mais ils vont nous raconter tout ça et on va pouvoir descendre un peu pour voir comment Betzalel, Salomé et les autres enfants qui ne sont pas aussi là se sont adaptés à la vie israélienne, sont rentrés, sont devenus des Israéliens à part entière. Pour suivre cette aventure, on va commencer par les parents et je vais vous présenter ensuite les enfants. Harry, bonjour. Bonjour Bernard. La galanterie aurait dû me faire commencer par Valérie. Exact, Valérie, bonjour. Je ne t'en veux pas, je m'appelle Mais je suis devenu très israélien et moi-même. Alors, Harry, Valérie, quelle est l'année d'Alia officielle de la famille ? C'est 2004. Alors 2004, qu'est-ce qui se passe en 2004 ? Donc vous êtes en France, vous avez déjà vécu un peu en Israël avant, Harry a même servi dans le Golani, il va nous raconter un tout petit peu tout ça, mais vous décidez donc d'aller en France, en général on décide pour un petit bout de temps, et puis ça reste un peu plus de temps que prévu. Et qu'est-ce qui se passe cette année-là qui fait qu'on a envie de prendre des enfants ? C'est quand même toujours une expérience importante, intéressante. Et quand on a envie de prendre ses valises, de dire allez, on retourne en Israël. Écoute, c'est très simple. Je commence, Harry, la galanterie. Vas-y, bien sûr. T'es toujours galant, n'est-ce pas, après 30 ans de mariage bientôt. Pas de dispute sur le plateau, on commence pas tout de suite, allons-y. Alors voilà, quand on est revenu la première fois de la première alia, on s'était dit, on reste 5 ans en Israël. J'avais accouché de Betzalel, qui est à ma gauche, en 1992. Donc quand on est rentré en France, il avait 3 mois, et on s'est dit, on reste 5 ans pour se refaire un petit peu la cerise, parce que bon, on a passé des moments un petit peu durs au départ, et ensuite on est revenu pour 5 ans. Voilà, on s'est dit il fera son CP, la Kita Aleph en Israël. Les 5 ans sont devenus 12 ans, et au bout de 12 ans on s'est dit non, c'est maintenant ou jamais. Les enfants sont grands, Betzalel n'est pas bar mitzvah, je veux faire la bar mitzvah de mon fils en Israël, avec les 4 filles qui ont suivi. Si vous aviez loupé la bar mitzvah, vous seriez venu pour le mariage de Betzalel. Voilà. C'est-à-dire on serait peut-être même pas venu, et les enfants seraient peut-être venus seuls, et nous on aura attendu la retraite pour venir les rejoindre. Donc on a pris une décision relativement rapide, et le temps passe très très vite en vérité en Israël, en France. Une fois qu'on est revenu, Kita Aleph pour Betzalel, elle est arrivée très vite. J'ai accouché du 2e, 3e, 4e, 5e. Après les choses s'enchaînent. Et ensuite s'enchaînent, on a un boulot, et donc il faut prendre une décision. Ok, alors Harry, toi, tu étais venu en précurseur, bien avant, même avant d'avoir rencontré Valérie. Tu étais venu ici. 1980, après mon bac, en France. J'ai fait mon alia. Ah, tu avais fait l'école Yavne, tu étais à Yavne à l'époque ? J'étais une partie à Yavne, une partie à l'Alliance, Pavillon-sous-Bois. J'ai passé mon bac à Pavillon-sous-Bois. Ok. Et après le bac, j'ai pas réfléchi, j'ai pris ma décision à l'âge de 18 ans et je suis venu en Israël. Et j'ai commencé 1 an, 1 année, 2 années à Haïfa. Je pensais faire le Ternion à une époque, et après, les choses n'ont pas tourné comme j'aurais voulu. Et donc, l'armée t'a appelé en disant, bon, allez, maintenant... J'étais à Soudaï, j'ai fait l'armée. Après, j'ai fait l'armée, effectivement. Je me suis engagé Golani. C'est pas évident, t'es Khayal Boded, donc à l'époque, t'es seul, c'est pas évident de rentrer dans une unité Golani, surtout c'est un peu l'époque de la guerre du Liban, de tout ça, ça va arriver au milieu. On est complètement dedans. On est complètement dedans. Ça veut dire que j'ai fait mon service pendant 2 ans et demi, puisque à l'époque j'avais pas 3 ans à faire. J'ai fait mon service pendant 2 ans et demi, j'ai été pendant 2 ans et demi au Liban, dans les contrées de Beyrouth. J'ai fait les 2 retraits, les 3 retraits qu'il y a eu avec Ehud Barak à l'époque. Et mon dernier cave a été au nord d'Israël, c'était du côté de Kiryat Shmona, mais tout là. L'autre Kiryat Shmona sur la comment ça s'appelle ? Aidez-le, les gars. Non, sur la plage, sur la Méditerranée. Zaref. Tout au nord. Rosh Hanekra. Voilà, c'était ces heures-là. Tu voyais les téléphériques monter et descendre. Du côté de Arziv, si vous connaissez, c'était à l'époque. Toute cette Gizra était... c'est une époque où c'était mon dernier cave que j'ai fait là-bas. Après, bien sûr, j'ai fait des Milouim. Et j'ai toujours connu cette période-là, ces caves qu'on faisait. Oui, j'étais Golani, comme tous les Golani qui ont vécu à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, Khayal Boded a une importance différente. À l'époque, c'était
C'était pas simple d'être à Boded. C'était pas simple du tout. C'est toujours pas évident, mais c'est vrai qu'à l'époque, en guerre du Liban, les parents devaient être complètement affolés en se disant on n'a pas de nouvelles, on n'avait pas de portable comme aujourd'hui, on pouvait pas envoyer des photos. Non, pas du tout. Je suis à côté, je suis sous les cèdres. Pas du tout. Quand on arrivait à avoir un coup de fil des fois de l'armée, c'était très dur. Et puis on se rappelle de l'époque des asimonimes, donc c'était dans les années 83, 84. Hein, c'était encore très vieux. C'était c'était avant l'ère des ordinateurs, hein, pratiquement. Les fameux asimonimes qu'on mettait dans les téléphones et qui disparaissaient tous d'un coup. Valérie, toi, tu as rencontré Harry. Vous avez décidé donc à un moment de venir en Israël, etc. Toi, comment tu voyais ça? Tu étais une fille qui avait été élevée dans cette ambiance Israël, c'est important, c'est central? Ou bien tu suis un peu Harry à l'époque? Non, j'étais très sioniste et j'ai voulu suivre Harry, mais en vérité, non, on a fait une pause ensemble. Après l'armée, Harry a fait une pause en France de 1 an. C'est là où on s'est rencontrés. Et quand j'ai décidé de faire ma Aliyah, pas du tout en fonction de lui, on s'est retrouvés en Israël. Et bon, ensuite, c'est passé ce qui s'est passé. Et les petites pauses, c'est devenu une habitude? Vous continuez à faire des petites pauses? Ah, on en fait beaucoup de petites pauses. Vous voyez, comme quoi, hein, c'est une ligne. Donc, à quel moment ils arrivent? Lui, on a dit qu'il naît en Israël. Ensuite, quand je suis venu en Israël, je connaissais une seule personne en Israël, c'était Harry. Donc, on s'est revus, on s'est mariés, on a fait Betzalel en Israël. Et comme j'ai dit tout à l'heure, une fois que Betzalel a eu 3 mois, on a décidé de repartir en France. Grave erreur, à mon avis, mais bon, c'est encore un autre sujet de débat. De débat que nous mènerons en dehors du studio, puisque je vois que c'est encore tendu. Alors, maintenant, on va passer... Non, mais que tu saches quand même que quand on a pris le chemin de l'aéroport pour repartir en France, on avait loué une petite voiture pour entasser le peu d'affaires qu'on avait. Sur le chemin on habitait Pisgatzev à l'époque, le chemin de Pisgatzev au Natbag, à Ben Gurion, à l'aéroport, on pleurait tous les deux dans la voiture, en se demandant si c'était une bonne décision de repartir en France. Ensuite, ça c'est joli, j'aime bien l'image. Non, mais c'était très fort. C'était très fort. Et donc, quand vous êtes revenu, vous avez rigolé toute la route? Ah, là, on a bien rigolé. On avait une force comme ça. On était tellement contents de revenir que les enfants pleuraient pour quitter les grands-parents. Ça, je me souviens. Mais nous, on était très contents. On était aux anges. Et je pense que la clé de la réussite pour monter en Israël, c'est de ne pas se poser trop de questions, d'être fort dans sa tête. Je crois que c'est très important. D'avoir le désir d'enfin venir ou revenir en Israël. Alors, le désir de venir ou de revenir... vous l'avez passé probablement aussi un peu à vos enfants, que vous avez commencé à élever en France, même si Betzalel était né en Israël. Alors, on va passer aux jeunes maintenant, et on va passer à Salomé. Alors, vous avez, ce qu'on n'a pas précisé, vous avez 5 enfants. Exact. Vous avez eu 5 enfants donc, en France, et vous les élevez là-bas. Salomé, quels sont tes souvenirs de France un peu de quoi tu te souviens de toute cette période, des parents qui sont revenus? On parlait d'Israël à la maison? Je pense pas qu'on parlait d'Israël, pas que je m'en souviens en tout cas. On a toujours parlé qu'on vivrait dans Mataï chez eux. Oui, à un moment donné, ça viendra. À un moment donné en Israël, ça viendra, mais on savait pas quand. Par contre, je me souviens quand on nous l'a annoncé, on croyait que c'était maman qui était enceinte, alors que pas du tout. Ah, ils vous ont dit, asseyez-vous, attention, c'était un peu ça. Allez, la 6e. C'était un peu ça, il y avait Papi Mani. Tu te souviens que je disais tout le temps RDF, réunion de famille, et on a fait donc ce jour-là une RDF. Donc on était tous sur le salon, on attendait l'annoncement du nouveau petit frère. Et la maman éclate de joie et commence à nous dire bon bah on fait notre aliyah en Israël, voilà c'est décidé, on part, je sais plus c'était quand. Tu te souviens de ce moment-là, de ce RDF spécial, il est historique. C'est vrai que c'était. On attendait vraiment l'annonce du nouveau bébé enceinte. Quoi, maman, t'es enceinte? Kama, Mayodi. Vous savez qu'on l'apprend aujourd'hui, ça, parce que a priori, c'était pas ça du tout qu'on voulait transmettre. Nous, on a toujours été sionistes depuis le début. Depuis que je suis jeune, on a toujours été sionistes dans la famille, et le but c'était de revenir en Israël. Donc, non, mais j'apprends aujourd'hui des choses. Moi, ce que je me souviens surtout de la France, et ce que je dis encore aujourd'hui à mes copains, c'est en France, on était soit à la maison, ce que je me souviens, c'est la maison, la synagogue et l'école. Le ski. On était... le ski pour certains. Le ski pour certains, des fois. Non, mais
En France, Une on bulle. était vraiment dans des sortes de bulles, en fait. Et quand on est arrivé en Israël, d'un coup... Ouais, parce que Ouais, la c'est vrai. vie juive ça s'articule autour de bulles. Ah, Tu donc, passes d'une bulle à l'autre à On la dit, voiture. tu te souviens de Paris, truc? Non, je me souviens pas de Paris, je me souviens de l'école et de la synagogue. Ghetto, quelques ghetto bulles. doré. Ouais. Ghetto doré, il y a Chassid, ouais. Et moi, je me souviens d'une autre chose où toutes les semaines j'allais, c'était dans les épiceries cachères pour À faire Gueldas. le plein pour les 5 enfants. Ça aussi, c'était une autre Et bulle. double plein pour les vacances, selon la formule. Valérie, j'ai une question pour toi. Malgré tout, on s'habitue à une vie en France, on a des parents, on a de la famille, on a des gens qu'on connaît, et puis surtout, on a une situation, on a un boulot. Comment on lâche ça quand même? Il y a quand même un petit saut sans filet à faire. Oui, c'est vrai, mais je crois que l'envie de revenir en Israël était beaucoup plus forte et le fait de quitter le travail, j'ai quand même un travail que j'ai la chance d'exercer, que je peux faire ici aussi, donc je me suis pas du tout posé de questions. C'est vrai que j'avais une vie très agréable d'un point de vue pécunier, on vivait relativement bien, les enfants avaient à peu près tout ce qu'ils voulaient. Pour la petite histoire, par exemple, Il y a des aides pour une famille de 5 enfants. il y a des on est aides, aidé. effectivement. On avait vraiment beaucoup d'avantages de ce côté-là, mais est-ce que la vie, est-ce qu'on doit s'attacher à ce côté pécunier uniquement? Nous, Harry et moi, on s'est pas posé trop de questions, à part les années qui ont défilé avec les accouchements, avec la reprise du boulot, etc. Nous, notre but, c'était de revenir en Israël. Ça a pris un petit peu plus de temps de ce qu'on voulait prévu, au départ que prévu, mais les enfants, on les a vraiment élevés là-dedans. Si les enfants se souviennent bien, on écoutait souvent et pratiquement que Radio J. On était un peu suspendu aux informations de ce qui se passait ici. On écoutait énormément de musique israélienne. Vous en avez encore dans la tête, à mon avis. Vous vous souvenez pas de Tistaklou Allez hein. Je dois quand même Une petite chanson Golan. familiale. C'était Yal Golan avant Shabbat tous les vendredis. Exact. Je voudrais quand même rappeler à ma femme chérie, on a eu la chance de pouvoir acheter une maison en Israël 2 ans avant que l'on vienne. Exact. Et que ça a été quand même un C'est genre important, faut le conseiller, un genre de d'ailleurs. trigger. Ça a été c'est déclencheur. une occasion qui nous a permis effectivement de revenir dans de relativement bonnes conditions. Oui, De de savoir savoir, au on moins va le pas point tomber d'attache. n'importe où, on a au moins un endroit. Alors, comme le temps presse un peu, on va faire le saut maintenant. On arrive en Israël, on embrasse la terre à l'aéroport ou pas, parce qu'en général, on se dispute, et il m'a poussé de l'escalier de la descente, tout, mais on arrive en Israël, et maintenant, il faut commencer à reconstruire, à construire une nouvelle vie. Alors, je vais parler aux enfants maintenant. Cette fois, je vais commencer par Betsaël. Betsaël, t'as quel âge à l'époque? 12 ans. 12 ans. T'arrives, c'est juste avant la bar mitzvah, quelques mois avant. Comment on rentre dans la société israélienne? Tu parlais hébreu un peu? Pas du tout. Non, pas du tout. Je savais lire et écrire. Mais moi, comme je le regarde maintenant, à l'époque, je n'avais pas vraiment d'idée de là où j'allais, de ce que j'allais faire. Fais-nous un peu ton parcours en Israël à partir de 12 ans. Attends, je parle d'abord Ouais, juste ouais, avant. ok. Mais papa et maman, ils nous disent en montant en Israël. Moi, Salomé, je crois qu'on l'a vécu un peu différemment. Moi, parce que je me souviens, je l'ai vécu très facilement. Genre, j'étais content, on monte en Israël, le truc. J'avais pas de grands amis. Salomé, je me souviens qu'elle était... Déprimée. Non, mais pendant quelques mois, elle était un peu pleurée, mais bon, elle l'a passé. Donc, on n'a pas vraiment... on n'était pas stressés. D'accord. Peut-être grâce à papa et maman. Et donc, en Israël, j'arrive, je fais 6 mois d'Ulpan. Ouais. Et puis j'arrive en Kitazain au milieu de l'année, de la scolaire. Je suis très bien reçu dans ma classe. Je passe le bac, ensuite, et puis je continue le parcours normal d'un Israélien normal en fait. Vas-y alors, tu fais l'armée. Je fais l'armée dans l'artillerie. Ouais. Je suis officier là-bas. Et je finis après 4 ans et 8 mois. Et depuis, parcours d'Israélien, un petit tour du C'est ça, un petit tour du globe. Madrich dans une Mechina, puis encore un petit tour, et puis encore Madrich, et puis... Ok, je reviens tout de suite vers toi, je passe à Salomé. Salomé, toi, ton parcours, après 3 mois à pleurer en disant ils sont malades, les mecs. Bah ouais, ça m'a déprimé un petit peu. Bah d'abord pour la famille, papy, mamie et mes cousines, ça me faisait un peu bizarre de savoir qu'on allait être assez loin parce qu'on passait presque tous les dimanches Vous tous avez ensemble. tous fait venir après. Moi, je m'en foutais. Petit à petit, Ouais. allez hop. Un peu après. Ils n'ont pas pu se passer de nous. Mais je pense que je réalisais pas vraiment, parce que j'étais assez petite quand même, j'avais 8 ans Ouais. à peine. Donc je l'avais pris assez différemment. Une fois on est arrivé ici,
C'était un petit peu difficile aussi parce qu'on arrive dans une école quand même où on parle pas du tout la langue. Les cours, on comprenait rien jusqu'à qu'on fasse un ulpan. Et je pense qu'à partir de l'ulpan, quand on a commencé à apprendre la langue, et une fois qu'on était un peu plus intégré quand même, ça s'est mieux déroulé. Aujourd'hui, pas de remords. Non, C'était remords. une bonne décision. Ouais, une bonne décision. Il y a C'est une eu bonne- quand même une période charnière où les enfants, ils étaient intenables. Et je me disais, mince, peut-être que c'est pas de vacances, parce que quand on est arrivé, il n'y avait plus de vacances. Il n'y avait plus les belles baskets qu'on achetait en De toute façon, France. il n'y aura plus les mêmes vacances. Il y aura plus jamais les mêmes Quand on part en vacances. vacances, on a pris 3 jours. Il n'y avait plus le Tu dimanche. rajoutes un 0. On a pris- Je crois qu'il est conteneur ici, hein, les vacances. Ouais, ouais. Pour la petite histoire, j'ai une anecdote. Un jour au boulot, il y a une fille qui me dit, ah non, tu peux pas lui parler à cette femme-là, elle est en vacances. J'ai dit, ah oui, pour combien de temps? Elle me dit, non, juste aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit, Tov, demain, je prends un quart d'heure. Ça te va? Oui. c'est Ah, vrai il faut que- s'adapter. Alors, est-ce qu'il y a d'autres sujets? Les vacances, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça? Les dimanches, Voilà. on allait tous les Les dimanches au dimanches. ZI. Et puis, Ah oui, quand t'as pris habitude les dimanches, c'est dur. Moi, je m'en suis jamais remis, le dimanche. D'ailleurs, le dimanche, je n'ai pas le même rythme, il faut savoir. Je le respecte quand même. Alors, on a dit dimanche, on a dit vacances, ça va un peu dans le même sens. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont quand même un choc un peu culturel ou quoi? Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oui. Ça n'a rien à voir. Oui, Je vas-y. pense surtout les sorties avec les copains. En France, je pense que ça n'aurait jamais arrivé. Je sais pas si ça se dit, non. Vas-y, Ouais. on s'en fiche. Alors qu'ici, on sortait à un âge qui est assez tôt. Je pense qu'à 12 ans, je sortais toute seule Pour quand même avec des l'Akbar au copines. maire, Mais La en grand-mère. France, on accompagne les enfants à l'école en voiture. Jusqu'à quel âge Jusqu'à quel âge Jusqu'à 18 ans, je crois. hein. Et voir après. En Israël, tu racontes les ça, t'as un on les fou amène rire à la général piscine. avec la- On les amène à Ça la peut pas piscine être. en voiture. Enfin, je veux dire, on est toujours avec eux. Ici, c'est vrai qu'à partir de 12 ans, on les laisse dans la rue. On n'a pas peur de l'environnement, on n'a pas peur de la ville, on n'a pas peur de... Alors, on reste quand même chauffeur sur les longues distances. ça toujours. Alors, papa, viens me chercher, il y a plus de Aujourd'hui, bus. on est pas Il y a où plus de les bus. enfants nous prennent la voiture. Ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous revoyez qui étaient des gros sujets où la différence est quand même assez énorme, quoi. Non, c'est surtout du point de vue des enfants, effectivement. Ouais. Un jour, les enfants étaient à l'école, j'arrive dans une des écoles des filles, et puis c'était pour parler avec la Mora ou avec la directrice, et puis je dis, ah, tiens, vous êtes en Afsaka tous? En Afsaka, c'est en pause. Tout le monde était dehors en train de courir dans tous les sens. Je croyais que j'étais arrivé au bon moment. On me dit, non, pourquoi? Il y avait un bordel dans les couloirs. Il y avait pas de CDR. Il n'y avait pas de CDR, il n'y avait rien du tout. Mais d'un autre côté, les enfants israéliens sont beaucoup plus responsables et responsabilisés que les enfants qui apprennent dans les écoles, juives ou pas juives d'ailleurs, hein, en France. C'est un système qui est différent. C'est vrai que l'adaptation n'est pas simple ni pour les enfants ni pour les parents. Et les différences sont c'est vrai que c'est le jour et la nuit, elles sont immenses. Il n'y a pas de commune mesure, je crois, entre l'enseignement qu'il y a en Israël, la responsabilisation des enfants et l'enseignement qu'il y a en France. Je crois qu'on ne peut pas comparer. Je crois que la meilleure illustration, moi je me rappelle, dans un petit village où j'habitais, on avait fait une réunion avec les jeunes, puis il y a un petit mec de 11 ans, il avait 11 ans, il se lève, il dit « Mais pourquoi vous faites cette réunion, etc., pour parler des problèmes d'enfants? C'est tout, on n'est plus des enfants maintenant, on est à Tzmaïm, on est déjà allés. » J'ai regardé, je dis, en Israël, il a raison, en France, il ferait rire tout le monde. C'est n'importe quoi que ça veut dire. Je suis Atzmaï. Et en vrai, c'était vrai, dans sa tête et tout. Il dit, ça y est, c'est bon, on est en train de s'émanciper un peu, on a pris nos distances. Pas du tout. T'as senti ça, toi, Betzalel, par exemple, que très vite, tu devais fixer un peu ta vie, tes trucs. Bon, d'accord, j'écoute les parents, ils ont des avis, mais je commence à donner le mien, où ça a mis un peu plus de temps, un peu comme un Français. Non, je me souviens surtout que c'est ce que j'ai dit au départ, c'est les bulles qu'il y avait en France qu'il n'y avait pas du tout ici. D'accord, mais alors, par exemple, par rapport à les enfants de ta classe qui ont le même âge, quand tu rentres en Kitazaïn, tu t'aperçois que oui, ils sont beaucoup plus libres dans leur mouvement. Totalement. Et donc, tu as envie, ça t'attire. C'est indépendant. Non, c'est nous les enfants, c'est nous qui décidons. Quoi. C'est un peu. En fait, la construction de la famille en Israël, c'est t'as les enfants au milieu et t'as les parents qui sont là pour les dire enfants, oui, même pas par rapport aux parents. Bonne idée. Par rapport aussi à l'école, à l'organisation. Je me souviens, on était avec en classe, je crois que c'était en Yud Aleph ou en Yud Bet, ou même avant. Et ils nous disent, parce qu'il y avait des ratures sur les tables de classe, et puis ils nous disent donc chaque élève doit amener 15 shekels pour les réparations des tables.
Et toute la classe, on décide de faire rébellion. On rentre pas dans l'école, on paye pas 15 shekels. On commence à chanter à l'extérieur de l'école des chants comme ça avec des jeunes. Le directeur, il arrive, il essaie de nous parler, on danse autour de lui et tout. Et puis finalement, il nous parle. Et je me souviens même, il y avait le Rav Rafi Peretz, qui était le Rav Rashish de Tzahal, qui était venu nous parler ce même jour-là. Et puis il nous voit à l'extérieur de l'école en train de chanter comme des fous. Et finalement, on était parti se baigner dans un Mahayan. Et on avait fait. Avec des glaces. Le truc complètement inimaginable en France. Voilà. On vous aurait même pas parlé, ils auraient appelé les parents en disant envoyez 20 €. On va et les parents auraient donné sans problème. Les parents auraient donné, mais tu n'aurais même pas été dans la boucle. Salomé, toi, tu te souviens d'histoires comme ça, ou de moments où tu te dis, mais ils sont vachement libres, sautons sur l'occasion. Allons-y. L'Akba Omer, par exemple. Tout le monde a envie. Yom Ha'atzmaut. Ah non, l'Akba Omer, c'est très spécial, parce que la plupart des parents français te disent, non, j'ai été assez souple, j'ai laissé sortir jusqu'à minuit. Les mecs allument le feu à 1h du matin. Exactement. Non, mais pas plus que minuit, chez moi, c'est une règle. Je crois qu'on peut arrêter. Le débat est fini. C'est exactement la différence. Salomé, tu te souviens de trucs comme ça où tu t'es dit, ils sont vachement libres quand même. on était en laisse, c'est pas possible. Pour moi, c'était plus pour les sorties, parce qu'à chaque fois, je demandais à maman si je pouvais sortir, alors que mes copines, c'était genre, bon, on sort ce soir. Et je dis, je sais pas, je vais demander à maman. Et ils informaient, tes copines informaient les parents, toi, tu demandais la permission. C'était la grosse différence. Alors, il nous reste plus énormément de temps, donc je vais sauter tout de suite sur le dernier sujet, parce que j'ai envie d'avoir votre avis dessus. Il y a aussi une différence entre la France et Israël, qui sont les cérémonies. Israël, c'est le pays peut-être numéro 1 au monde de l'organisation de cérémonies. On approche là de Yom HaZikaron, de Yom Ha'atzmaut. Alors, c'est pas seulement les cérémonies officielles. Cérémonies et théodotes. C'est aussi diplôme. Les diplômes pour tout, le diplôme du meilleur rangeur. On en a une bannière d'ailleurs, on peut la sortir. Non, alors pas tout de suite. Alors, parlez-moi un tout petit peu de ça. On va commencer par les jeunes et on finira par les parents. Ce côté cérémonie, c'est-à-dire ce côté où toute la ville va s'arrêter parce qu'il y a Tfira de Yom HaZikaron, ce côté Yom Ha'atzmaut où celui qui ne fait pas la Haïch, qu'est-ce qu'il fait? Il fait partie, c'est presque aussi important que de lever le drapeau, ou d'aller chanter, ou d'aller allumer les Messohot, les fameuses lumières de souvenirs, etc. Ce côté Tekes, ce côté Rishmi, ça y est, on est dans notre pays, on pleure nos morts, mais d'un autre côté, on fait la fête, on décide de tout. En France, on décidait pratiquement de rien. Les jours sont fixés par rapport au 14 juillet, à des trucs qui ne nous touchent pas obligatoirement, complètement, en tant que Français, peut-être un peu beaucoup moins en tant que Juif. Comment, toi, tu commémores avec tes copains, comment c'était à l'école, etc. Ces trucs, on arrête toute l'école, on vient vous parler, c'est Yom HaZikaron, c'est Yom HaShoah, Comment t'as vécu ça? C'était un truc qui se passait aussi en France, ou aussi beaucoup plus fort et de façon qui prend un peu tout le monde? Je me souviens pas trop en France comment c'était, mais en Israël, c'est Yom HaShoah, donc toute la journée, on parle de la Shoah, on se prépare pour Yom Ha'atzmaut. On a l'impression des fois, Salomé, que ce truc-là, des fois, c'est un peu gadol à la Yiladim. C'est un peu compliqué de passer de trucs de cérémonie, la Shoah, et puis la semaine d'après, c'est Yom HaZikaron, un jour qui est quand même très lourd, tu ouvres n'importe quelle radio, n'importe quelle télé, t'as des mecs qui racontent comment leur fille s'est tombée, comment leur fille a été tuée dans un attentat. Comment, quand on est enfant, on vit ça, on accepte ça, je pense déjà en étant enfant, surtout à l'âge où je suis arrivée, quand on a commencé à avoir tous les tekesh et tout, moi personnellement je ne captais pas vraiment, je sais que c'était un tekesh, je sais que c'était important, j'écoutais, mais c'est plutôt en grandissant que j'ai compris l'ampleur que ça avait vraiment, j'écoutais de plus en plus d'histoires encore aujourd'hui. Je pense que ça me rapprochait tout simplement d'Israël, de mon peuple, de l'humanisme. Exactement, donc je pense que c'est un truc qui est très important. Et non, je pense pas que ce soit choquant. Et même si oui, je pense que c'est normal que ce soit choquant. Parce que ça reste l'histoire et on peut pas la dessiner autrement de toutes les façons. Valérie, comment on prépare ses enfants à ces journées-là? Comment on les accompagne? Est-ce que c'est important de les prendre à la cérémonie? Il y avait des débats où ça coulait de source, c'était une évidence? Alors en vérité, quand on est arrivé, on ne leur a pas parlé des tekesh, des cérémonies qu'il pouvait y avoir. Et tout le fil éducatif a été fait surtout auprès des écoles. Les écoles font un travail magnifique, à mon avis, pour préparer les enfants avant, pendant,
après. Par exemple, j'ai les 2 enfants d'ailleurs qui sont partis à Auschwitz. Il y a une partie de préparation extrêmement bien construite. Je connais des enfants qui sont partis de France, qui ont passé quelques jours là-bas sans aucune préparation. Le choc a été terrible pour ces gens-là. Je pense que Israël, après la Shoah, quand les Juifs sont arrivés après la Shoah, ils ont fait un travail de mémoire énorme et un travail éducatif et un travail d'écoute pour préparer les générations à venir, pour rester dans le souvenir, pour perpétuer le souvenir de la Shoah, le souvenir de Yom HaZikaron. Et vraiment, je salue parce que tout le travail a été fait auprès des écoles. Nous, après, d'un point de vue personnel à la maison, bien sûr qu'on en parle, bien sûr que ça s'organise aussi autour de tous ces sujets-là quand la période arrive. Mais bravo à Israël d'organiser comme ça des TKS. Il y a des théoudot de distribuer des espèces de diplômes. Pour marquer le coup. Pour marquer les enfants. Et je pense que les enfants, comme l'a dit Salomé très justement, sont tout à fait bien préparés dès l'enfance, dès le plus jeune âge. Il y a certains petits-enfants, on les voit dans la rue qui défilent avec les drapeaux d'Israël, ils savent peut-être pas la signification, mais au cours des années, tout s'explique et tout s'enchaîne. Alors, on va finir avec Harry, c'est lui qui va mettre le point d'orgue, la fin de l'émission. Harry, parle-moi un peu de l'effet que ça fait de voir ces enfants dans les cérémonies. Je vais même élargir un peu, voir ces enfants à l'armée, aller à la cérémonie. Il y a une espèce de boucle qui est bouclée, une espèce d'accomplissement, la sensation d'avoir fait un peu ce qu'il fallait au niveau éducatif. C'est une fierté infinie. Ouais. De voir les enfants servir l'armée, de servir sous les drapeaux israéliens, d'avoir appris dans le système israélien finalement l'école. Moi, j'ai pas eu cette... je sais pas si c'est une chance ou pas une chance. J'ai pas eu cette chance d'être à l'école. J'ai fait jusqu'au baccalauréat, j'étais en France, dans une école française. J'ai l'impression qu'en Israël, les choses ont beaucoup évolué, même dans l'enseignement, même à l'école. Et aujourd'hui, effectivement, je les vois... Je suis fier d'avoir accompli ce que j'ai accompli, ou ce que j'ai accompli en tant que père de famille, en tant que mobile dans la famille. C'est vrai que les décisions, elles sont jamais simples à prendre. On a pris une décision à un moment au milieu d'une carrière, et c'est ce qu'il y a de plus difficile, je crois. C'est vrai que moi, je me suis toujours senti en réalité israélien et pas français. Je suis pas juif français, je suis pas juif israélien, je suis pas français israélien, je suis israélien. Plus que, même si je parle plus français, même si ma culture est française, je suis israélien. Je me sens israélien presque dans les gènes. Hein. Et c'est vrai que je suis fier de les voir aujourd'hui dans les universités ou à l'armée, ou se développer dans cette direction-là. Et je me rends compte que finalement, ce que j'ai toujours cherché à faire, finalement, à travers mes enfants, j'ai réussi à le concrétiser. Ça a été le but de ma vie, ça a été que les enfants vivent en Israël et soient israéliens. Et dans cette optique, je pense que j'ai réussi. Aucun de mes enfants aujourd'hui ne pense ni partir en France, ni partir à l'étranger, ni partir et s'essayer, à part faire des voyages, bien entendu, comme tout le monde, s'essayer dans une autre partie du monde. Il y a aucun qui a ne serait-ce qu'exprimer le désir de le faire ou penser le faire. Alors, on va vous remercier sur ces très jolies paroles, et je me sens un peu ému même quand tu le dis, c'est très bien. On va remercier Salomé, on va remercier Betzalel, Valérie et Harry, et les autres enfants qui ne sont pas venus, mais qu'on reverra peut-être dans une autre émission. Merci d'être venus avec nous pour cette émission très instructive sur la famille Brahmi et le processus de Aliyah et d'intégration en Israël. Plein l'ado, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci Bernard. Au revoir, merci. Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.